Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs. Nous sommes aujourd'hui réunis autour des forêts. Mais rien n'est plus difficile que de parler des forêts, tant le sujet est multiple, foisonnant, complexe, varié et passionnant. Le temps n'étant ni élastique ni infini, je ne ferai qu'effleurer la canopée de ces écosystèmes. Je voudrais d'abord vous emmener au Japon, où les arbres abritent des kodamas, des esprits protecteurs. Car ici, chaque espèce vivante, chaque pierre, est habitée par un yokai, un kami, un esprit. Ici, pas de hiérarchie entre les êtres, mais un profond respect pour la nature, pour la vie, un respect hérité des peuples Ainu, animistes, et du shintoïsme, avec, malgré tout aujourd'hui, son cortège de paradoxes. L'arbre a toujours eu une place de choix dans le quotidien des Japonais, ainsi que le bois. Il y a tout juste une semaine, je me trouvais dans l'atelier d'un artisan de Kyoto qui transforme le bois en art. Sous ses doigts experts et talentueux, plaques miniers, sugi, ormes du Japon ou camélias se métamorphosent en boîtes, en bols, en tables et autres objets d'une grande finesse. Comme lui, de tout temps, les hommes au Japon, mais aussi ailleurs, ont entretenu une relation tantôt simplement pratique, tantôt passionnelle avec le bois, avec l'arbre et avec son pluriel, la forêt. L'arbre, c'est du temps visible, du temps matérialisé, écrivait Paul Valéry. C'est aussi cela qui fascine les hommes. Certains arbres, pins, séquoias ou moabis, cumulent les siècles, certains les millénaires, témoins de notre courte histoire. Mais si l'arbre est célébré, la forêt est malmenée parfois, mal connue souvent. C'est l'objet de toutes nos angoisses d'occidentaux. C'est la nature à l'état brut, ou presque. Cette nature qui ne peut être dominée, corsetée, seulement rasée. Pourtant, apparues au cours de l'évolution il y a environ 380 millions d'années, les forêts ont signé le prélude essentiel à l'apparition d'un foisonnement d'espèces animales dont Homo sapiens, l'homme. Grâce à leur présence, le climat, alors semblable à une fournaise, est devenu plus clément. Et le cycle de l'eau a été grandement favorisé par la respiration des arbres et par leur transpiration. Nous nous sommes abrités dans les forêts, nous avons utilisé le bois pour nous chauffer, pour bâtir des maisons, des bateaux, des objets usuels. Cependant, d'une exploitation raisonnée et raisonnable des forêts, à quelques exceptions près, l'île de Pâques par exemple, nous sommes passés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à un véritable pillage des forêts de la planète et tout particulièrement des sylves localisés sur la ceinture tropicale, parmi les écosystèmes les plus riches en biodiversité de la planète. Une réalité qui m'a giflée alors que j'étais partie à Bornéo étudier le comportement des orang-outans. En survolant la canopée, j'ai découvert la réalité de cette déforestation dont j'entendais parler depuis mon enfance. Voulant mieux comprendre les causes, les enjeux et les conséquences de ce que beaucoup appellent désormais un écocide, j'ai sillonné les forêts, rencontré des acteurs de l'exploitation forestière, des scientifiques et des populations locales vivant encore de ou dans les forêts. Il y a 2 ans, dans le cadre d'un projet du TFT, le Forest Trust, je me suis immergée dans le quotidien des pygmées Baka du Cameroun. Nous oublions trop souvent ces peuples qui vivent encore de et dans la forêt. Pour eux, la bélé, cette forêt, c'est leur garde-manger, leur toit, leur pharmacie, leur âme. C'est cette âme des Baka et de tant d'autres peuples qui aujourd'hui se dissouent dans la mondialisation. On ne revient pas indemne d'une telle immersion dans le quotidien de ces chasseurs-cueilleurs. Il y a la fascination, la soif d'apprendre, la soif de comprendre, mais aussi la honte. La honte d'être de ces occidentaux qui pillent leurs forêts pour s'offrir, qui un parquet en moabi, qui des meubles en acajou, en teck ou en merbau. Ces peuples vivent aujourd'hui l'épilogue de leur culture, l'épilogue de leur très longue histoire. Car ici, là, on coupe, on rase, on assassine les sylves pour le bois, les cultures d'huile de palme, de soja, l'élevage, l'exploitation de l'or, du pétrole, la production de pâte à papier.
Mais couper un arbre, comme l'explique le botaniste Francis Allais, c'est non seulement blesser parfois irrémédiablement un écosystème, mais c'est aussi comme bombarder une usine d'épuration. Car un arbre, c'est un stock de polluants qu'il a pompé dans l'atmosphère tout au long de sa vie afin de nous la rendre plus pure. C'est aussi un climatiseur. Et n'oublions pas que la déforestation dans le monde compte désormais pour 25% dans les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, bien loin devant, par exemple, le transport aérien et ses 4%. Aujourd'hui, préserver les forêts relève de l'urgence, de la priorité. L'exploitation des forêts est possible, mais il faut qu'elle s'inscrive dans la légalité et dans la durabilité, afin que dans 10, 20, 100 ou 500 ans, elles puissent toujours remplir leur rôle. Cette formation, qui s'ouvre aujourd'hui pour les architectes, représente une formidable opportunité, car l'architecte se trouve entre la forêt et le bâti. Mieux connaître les enjeux de l'exploitation forestière en fonction des régions du monde et des essences d'arbres, mieux connaître les solutions qui s'offrent pour réduire notre impact et faire de l'utilisation du bois une pratique légale, durable, soutenable, et enfin comprendre le fonctionnement d'une forêt ainsi que l'importance et le rôle de ses habitants, humains, végétaux et animaux, est crucial. Puisse cette formation sensibiliser les futurs architectes à la beauté du bois, à la valeur des forêts et aux solutions qui existent pour que les forêts puissent continuer à exister, à nous nourrir, à nous soigner, à nous inspirer, à nous faire rêver aussi. Merci à vous tous d'avoir rendu ce projet possible.